Il a fallu des signaux comme ministre ici, des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Je crois la plus belle de mes décorations, celle qui permet de ne pas répondre aux injures par des injures, à des grossièretés par des grossièretés, de dire de contre-vérité pour ne pas dire autre chose. Mais la plus belle des médailles, j'étais ici porté commandeur de la courtoisie française. Alors, il faut que je reste courtois avec vous. Ici, nous allons vous parler de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1961 et de 1961 à 1972 et de 1972 à 2025. Donc, on va faire ça simple. Souvent, il y a des gens qui disent « Ah, on dit que Tidjane Djam là-haut, qui il est né, il était français. C'est comme si, c'est comme ça. » Donc, moi, je vais détailler l'affaire. Et puis après, vous-même, là, vous allez utiliser votre esprit pour comprendre la réalité. Quand on parle du code de la nationalité, beaucoup de personnes voient l'article 48. Parce que c'est devenu l'article le plus populaire. C'est comme notre extrait de naissance. Mais les gens oublient de regarder qu'avant 48, là, il y a 1, 2, 3 jusqu'à pour arriver à 48. Le code de nationalité, là même là-haut, ça a commencé quand et ça fonctionne comment? C'est sur ça que moi, je vais travailler avec les uns et les autres. Code de nationalité, là. C'est le 14 décembre 1961 qu'on a écrit un code de nationalité en Côte d'Ivoire. À travers la loi numéro 61-415 de la même date, c'est-à-dire du 14 décembre 1961. Et cette loi-là disait, est ivoirien toute personne qui naît sur le territoire. Point. Si tu es né dans les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire, après le 14 décembre 1961, tu étais ivoirien, même si tes deux parents étaient étrangers. Et ça a continué jusqu'au 20 décembre 1972. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'enfants d'étrangers qui s'estiment ivoiriens à cause de cette première loi. La loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961. Mais à partir de 1972, et pour être encore extrêmement précis, il y a une nouvelle loi qui va venir enlever cette première que je viens de dire. Et donc c'est la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972. Et dans cette nouvelle loi, donc, on va plutôt se baser sur la filiation. Ça veut dire, quand tes parents t'accouchent là, si l'un de tes parents est ivoirien, tu es ivoirien, ou bien si tes deux parents sont ivoiriens, tu es ivoirien. Et donc, on ne parle plus du droit des sols, on parle maintenant du droit des sangs. Et on va retourner un peu en arrière. À un moment, des gens avaient voulu traiter le président Ouattara de Burkinabé ou bien de je ne sais quoi. Et que n'a-t-on pas attendu? On a entendu toute forme d'imagination. Et donc, nous nous sommes partis chercher aussi les papiers du président. Et qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que les grands-parents du président lui-même, Alassane Ouattara, là, je n'ai pas dit ses parents, hein, ses grands-parents paternels, là, maman comme papa, ils sont tous nés à Dimokro. Ça fait 1. Et c'est le duplicata de la carte d'identité numéro 116 du 25 mars 1952 à Dimokro. Ça a été fait à la sous-préfecture de Dimokro. Le papa du président Alassane s'appelle Ouattara Draman. Il est né vers 1888 à Dimokro. Maintenant, le papa du président, ça veut dire le grand-père du président Ouattara là, il s'appelle Youssouf Ouattara. Sa maman s'appelle Saïta Traoré. Ça veut dire sa grand-mère là, côté paternel là, elle s'appelle Saïta Traoré. S-A-I-T-A Traoré. Le document dont je vous parle là a été établi le 20 mars 1963 à Dimokro. C'est la carte d'identité, c'est le duplicata de la carte d'identité du papa d'Alassane Ouattara. Si cela est clair et qu'on a bien compris, où est la carte d'identité du papa ou de la maman de Bédié? Où est la carte d'identité de la mère ou je ne sais quoi de Bédié?
Où est la carte d'identité du père de Laurent Gbagbo? Violente question. Nous sommes à l'heure du bilan. Et chacun doit montrer. On va montrer qui est vrai Ivoirien et qui ne l'est pas. On va se mettre des coups de poing dans le ventre pour que la vérité puisse sortir. Parce qu'il est temps qu'on arrête les amusements. Et donc nous mettons les autres partis politiques à venir déclarer les cartes d'identité de leurs parents, comme nous avons fait. Parce que quelqu'un qu'on n'a pas forcé, qui est venu déclarer, on ne m'a pas forcé, après je vais poster aussi là. On veut voir la carte d'identité du papa de Tidjam Thiam. On veut voir la carte d'identité de la maman de Tidjam Thiam aussi. Il n'y a rien à cacher. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Il faut qu'on montre toute la réalité. C'est très important. Et donc, il est important que les Ivoiriens retiennent que les gens ont beaucoup parlé, mais quand la vérité vient là, la vérité s'impose à tous. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire par les amuseurs publics. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui n'ont pas de bilan et qui ont toujours voulu s'amuser. Et le président Ouattara s'est fait respecter dans tous les sens, même au niveau du travail, même au niveau de faire la politique. Il n'a pas été dans le mensonge et dans la tromperie. Pour voir que le président Ouattara n'a pas et ne sera jamais un plaisantin, je vais vous montrer deux manières d'avoir géré le pouvoir. Dans un premier temps, Laurent Gbagbo, avec tous les éléments qui démontrent l'irresponsabilité à la tête de l'État, et après à travers les propos de l'ancien Premier ministre, vous allez entendre ici ce que c'est que construire un peuple, ce que c'est que construire l'avenir d'un peuple. C'est très important. Et donc, chers Ivoiriens, est-ce que vous voulez rester dans ce que vous aviez l'habitude de voir, ou est-ce que vous voulez évoluer? Je vous laisse écouter cette vidéo. Maintenant, il faut dire ce que je vais faire. Vous allez m'élire le 31 octobre. Et quand vous m'aurez élu, je vais vous dire ce que je vais faire. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une justice. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le ferai. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste, pour dire que ça ressemblera à une banque, la guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. Quand on regarde ce qui a eu lieu au Libéria, en Sierra Leone, le cas de la Côte d'Ivoire n'est rien. Ce n'est rien. On a eu une drôle de guerre. C'est une drôle de guerre. Depuis mars 2003 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les tentatives de règlement qui nous compliquent la vie. Ce n'est pas la guerre. La guerre ne peut pas être considérée comme une excuse. Le taux de pauvreté s'est accru également. Il était de 10% en 85, 36%
en 1995, 38% en 2002 et 48,9%, je dirais 49%, je dirais la moitié des Ivoiriens sont pauvres en 2008. On n'est pas seulement en train de faire des routes, on est en train de changer avec le ministre de la Construction et le ministre des Transports et le ministre des Infrastructures toute l'urbanisation des habitants. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métro à Ndotré, pour être à 10 minutes du plateau, entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre 1h30, mais vous allez vous demander est-ce qu'il ne faut pas aller habiter à Ndotré? En temps, ce sont les vulcanisateurs qui sont à côté du métro qu'on est en train de construire. Donc, on est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chères, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Niamey, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. Et pourquoi vous allez habiter ailleurs? Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodalité. Le transport à la Guinée avec la baie, il va totalement se transformer. Des gens vont venir à l'aéroport, qui va être un hub aéroportuaire, ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de tout de loisirs, ils vont venir, le bateau va les descendre à quai, ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Abidjan, hein? Je parle d'Abidjan, hein? La transformation qui est en cours. Ceux qui ont les yeux pour voir, là. Il faut prier simplement pour être en vie dans ici 2005. Donc, on est dans une transformation totale de multimodalité. On est dans une transformation urbaine. On est dans une transformation urbanistique qui va totalement changer la donne. On travaille pour la génération future. Certains d'entre nous ne seront pas là. Mais l'objectif d'une vie, ce n'est pas de travailler pour ce que tu vas voir. C'est de tracer les sillons et les pistes qui vont faire en sorte que tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu inutile. Vos parents ont consenti à des sacrifices inimaginables pour que vous soyez là. Tout à l'heure, nous sommes allés visiter des plantations de coton, toutes détruites par une catastrophe naturelle. Mais ces parents-là, ils feront l'effort de trouver les moyens et les ressources pour vous envoyer à l'école. Parce que vous êtes la prunelle de leurs yeux. Parce que vous êtes la chose la plus importante que Dieu leur ait donnée. Parce que vous êtes leur avenir et celui de toute une famille. Nous ne construisons pas notre avenir, nous construisons votre avenir. Prenez-le très, très, très au sérieux et sachez que, au bout de l'effort, au bout du travail, vous réussirez votre avenir. Bécherville, parce qu'on parle des échangeurs, des droits d'échangeurs, on cite la cité boursière. Il faut leur dire que quand ils vont quitter Bécherville, pratiquement ils ne s'arrêteront plus jusqu'au plateau. Je pense que quand on dit ça, c'est plus clair. Tous ces feux qu'on croise pendant des heures et des heures, ils ne s'arrêtent pas. Ceux qui doivent passer en bas passent en bas, ceux qui viennent de là passent. Mesdames et messieurs, quand vous avez pu vérifier et comprendre et voir deux types de gouvernance, la gouvernance par l'irresponsabilité et ensuite la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui qui est gouvernée de façon sérieuse et responsable, chers Ivoiriens, à vous de faire le choix qu'il faut. Et surtout, je tiens à dire ceci, que les gens du PDCI ne soient pas frustrés. Hier, on était sur TikTok et il y a quelqu'un qui a demandé l'origine des parents de Tidiane Thiam. Et le Thiamiste qui était sur la plateforme a dit je vais demander le numéro de Tidiane Thiam et puis tu as envoyé le numéro là, tu vas appeler Tidiane Thiam pour lui demander. Je lui ai dit, tu as honte de dire que Tidiane Thiam là, son papa vient de Diagana, au Sénégal, à Saint-Louis, à la frontière entre la Mauritanie et le fleuve Sénégal. C'est ça qui te fait honte. Sinon, pour dire la vérité là, tu ne dois pas avoir honte des origines. Le PDCI, qui ne pouvant pas mobiliser des masses, étant déconnecté de la réalité, est en train de faire la danse du nombril sur une corde, soi-disant qu'il est en train de défendre Tidiane Thiam, alors que le PDCI se dresse contre lui-même qui est son propre fossoyeur. Et donc le PDCI est en train de se battre contre lui-même
Et il n'y a pas un combat qui est plus difficile que de se battre contre sa propre conscience. Quand ta conscience, quand ton esprit devient toi-même ta prison, ah là, tu souffres. Et donc là, aujourd'hui, le Sénégalais venu de Dagana, à la frontière Mauritanie, fleuve Sénégal, ils ont toutes les difficultés aujourd'hui. Eux qui défendaient et qui voulaient donner forcément une nationalité au président Ouattara. Et aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'accepter les origines de celui qu'ils veulent nous présenter. Et donc, pour eux, c'est une cabale quand des gens du PDCI, parce que j'ai dit qu'ils sont eux-mêmes leurs propres fossoyeurs, se sont levés pour les conduire en justice. Et nous attendons de voir le verdict. Et donc, ils se promènent partout pour dire qu'il y a des gens qui s'attaquent à la nationalité des Tidjane Thiam. C'est s'attaquer à Félix Houphouët-Boigny et c'est régner Félix Houphouët-Boigny. Hey! Il n'y a pas quelqu'un qui a plus insulté Félix Houphouët-Boigny que vous, les gens du PDCI. Quand Gbagbo a dit que Oufo là, c'est un ignare, c'est un ignorant, je viens de jouer ça à quelques minutes sur TikTok. J'ai limé des opposants là-bas de la manière la plus sauvage. Ça là, c'est pas à moi de venir commenter. Je peux être en train de mentir, donc je ne parle pas de ça. Ceux qui ont suivi ont suivi. Quand on traite ton grand-père d'ignare, de vaurien, de voleur, et que toi tu vas aujourd'hui te mettre en bas de cette personne-là pour lui dire je suis venu pour t'aider dans ton combat, tu fais honte à ton grand-père. Donc là, quand vous sortez avec ce nouveau langage-là, c'est le langage du désespoir. Ça veut dire que vous n'êtes pas des gens dignes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes capables dans le PDCI. L'héritage vrai de Félix Houphouët-Boigny, c'est l'héritage du travail et de la dignité. L'héritage de Félix Houphouët-Boigny, là. Je vais vous dire une chose. La famille Thiam, là, n'a pas été la seule qui a été adoptée par Félix Houphouët-Boigny. Quand on était encore petit, là, avec la guerre en Afrique du Sud, l'apartheid, la faim en Éthiopie, l'affaire Faya Larjo au Tchad, où il faut accueillir des gens en masse. Vous les Thiam là, vous n'êtes pas les seuls qu'il faut accueillir, qu'il faut adopter. Mais vous voulez devenir les plus arrogants. Vous êtes les plus excités. Et c'est pourquoi vous voulez être une nouveauté. Mais nous, on va vous montrer que monsieur le sieur Amadou Thiam, en pleine journée, est quitté à Dagana, au Sénégal. Il a traversé l'Afrique et par pitié, nous lui avons accordé l'asile. Et qu'il ne peut pas se prévaloir de cette réalité-là pour essayer d'amuser la galerie. Apprenez à être un peu sage. De toutes les façons, vous n'êtes pas dans votre pays d'origine. Et ça, là, on va vous dire ça. Et on va vous dire ça de la manière la plus crue. Et on veut voir ce que vous pouvez faire. Parce que c'est ça l'objectif. On veut voir ce que vous pouvez faire de mal ou même de pire. Là, comme ça, on va vous amener à vous faire regretter l'ivoirité. Jusqu'à ce que vous passiez à un aveu pour vous confesser. C'est en ce moment-là qu'on va vous laisser. Sinon, là, c'est un combat qui a commencé là. On ne voit pas ce qui va nous arrêter. Et donc là, vous êtes en train de gérer les conséquences de vos iniquités et nous ne pouvons qu'être fiers de cela et appuyer correctement dans la plaie qu'il faut. Donc, chers Ivoiriens, mettons-nous au travail, restons sereins. Maintenant, hier aussi sur notre page TikTok, on a découvert les défauts du président Ouattara. Et si je ne vous raconte pas ce qui s'est passé, je serai injuste. On a découvert, parce qu'il y a un opposant qui a dit que donc Ouattara là, n'a pas de défauts, quoi. Alors qu'il a des défauts. Est-ce que vous connaissez les défauts de Ouattara? C'est là nous on lui a dit, oui, nous on connaît les défauts de Ouattara. Il dit, bon, on n'a qu'à lui dire les défauts de Ouattara. On était beaucoup, je me souviens de quelques-uns. Il y a quelqu'un qui a dit, ah, il ne parle pas beaucoup. Il y a un autre qui dit, ah, les gens aiment lui donner crédit. Lui aussi, il ne refuse pas de prendre. Il y a un qui dit que, ah, que Ouattara là, qui travaille trop. Moi, j'ai dit que, en tout cas, dans l'affaire des femmes là, on ne l'a jamais attrapé dedans. C'est aussi un défaut. Il y a quelqu'un encore qui dit que Ouattara là, quand il dit quelque chose, il fait, hein, ça c'est un défaut. Donc on en a trouvé tous les défauts du président Ouattara. On est en train de monter un dossier. On va aller déposer ça à la CPI. Il sera jugé pour tous ces défauts que je viens de vous citer. Ça c'était un peu pour faire dans du comique. Mais c'est pour vous dire que nous avons un homme exceptionnel. Et les opposants eux-mêmes cherchent des défauts. Jusqu'à ce qu'à nous-mêmes, les partisans du président, viennent nous demander, on n'a qu'à leur donner les défauts du président Ouattara. Ah, en tout cas, hier, on lui a donné beaucoup de défauts. Hein. On a donné même jusqu'à fatigué. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé.
Et le troisième sujet que nous allons aborder, c'est un sujet qui interpelle Tidiane Thiam. Parce qu'il ne faut pas avoir honte de ses origines. Ça fait partie des premières richesses. Aujourd'hui où je vous parle là, j'ai discuté avec le père Martial. C'est lui-même qui m'a donné l'information. Il dit, c'est grave au Sénégal hein, que tout est gâté là-bas. J'ai dit, il dit, même Moody's a parlé de ça. Que dans un journal. Donc quand il m'a envoyé le journal là, je suis allé sur le site de Moody's. J'ai dit, il y a quoi là-bas là? Moody's me dit que la note du Sénégal là, qu'ils ont abaissé ça à une perspective négative, B3. J'ai dit, J'ai dit, ça veut dire quoi? J'ai dit, je vais vous expliquer, cher Ivoirien. Ça veut dire, quand tu aimes prendre crédit là, ou mais quand tu prends crédit là, et puis tu ne payes pas là, et puis c'est gâté là, et puis on ne te fait plus confiance là, et puis ton œil est gâté dans le quartier là, c'est dans ça que le Sénégal est arrivé aujourd'hui. C'est pas comme pour Ouattara là, où lui-même là, les gens courent derrière lui, pour dire, il faut venir prendre crédit, il faut venir prendre crédit. Dans le cas du Sénégal là, tout le monde a peur aujourd'hui de leur donner l'argent. On dit, mais pourquoi? On dit, mais parce que vous-même là, votre Cour des comptes a fait le bilan des dettes de votre gouvernement là. Vous êtes à 99,7% de PIB. Ça veut dire toute la richesse que les gens produisent en une année au Sénégal là. Vous avez bouffé tout. C'est seulement 0,3% qui reste. Vous avez bouffé tout. Vous avez bouffé 99,7%. Donc actuellement là, c'est 3% qui reste dans vos mains. Mais pourtant, par dignité et par devoir d'aimer son père, voilà où on attend Tidiane Thiam. S'il est vraiment quelqu'un qui peut aider là, il n'a qu'à aller expérimenter sa science sur le pays de ses parents. Quand il va bien réussir ça, là nous on va lui dire vraiment, nous on peut te faire une place en Côte d'Ivoire. Et donc le Sénégal est dans une incapacité de pouvoir payer les dettes. Ça veut dire aujourd'hui là, le Sénégal, les crédits qu'ils ont pris, ils ne peuvent pas payer. Si ce n'est pas le FMI là, ils vont aller prendre crédit pour venir payer crédit. Ce que vous voyez là, vous n'avez pas dit vous aimez les jeunes. Voilà où les jeunes vous conduisent. Ah non, ces jeunes non veut. Ces jeunes non veut. Maintenant, voilà jeune qui est là. Voilà maintenant conséquence des jeunes qui est là. Voilà conséquence de s'associer à l'AIS qui est là. C'est là vous allez respecter les patriarches. C'est là vous allez comprendre que gérer un pays là, c'est pas avec les muscles. C'est là que vous allez respecter ceux qui ont vécu avant vous. Donc voilà ça maintenant. Voilà l'histoire qui est là. Le Sénégal est aujourd'hui un pays vulnérable à tous les chocs négatifs. Ça veut dire aujourd'hui là, ne soyez pas surpris que demain on vous dise qu'on ne paye pas les fonctionnaires. Tout est gâté. C'est comme ça qu'il faut comprendre la situation. Une dégradation totale de la note budgétaire du Sénégal aujourd'hui. Les comptes sont au rouge. Ça doit être une leçon pour ceux qui courent pour s'amuser à jouer les petits malins. Au lieu de chercher le pouvoir de façon honnête, en s'associant avec des dirigeants qui ont une bonne expérience, quand on veut jouer les petits arrogants, quand on veut jouer les petits malins, on a un pied dans l'AIS, on a un pied dans la CEDEAO. Les Sénégalais, matin, là, vont vous chasser avec des pilons et des mortiers. Parce que vous n'allez pas venir dire que c'est Macky Sall. De toute façon, c'est vous qui êtes là. Et ce n'était pas hier qu'ils avaient faim, c'est aujourd'hui qu'ils ont faim. Et donc là, c'est vous qui allez assumer les conséquences. Et donc, on attend de voir comment le film va se terminer. Et ça doit être une leçon pour nous autres. Ceux qui sont là. Non, c'est les jeunes, nous on veut. C'est les jeunes qui ont 40 ans, les jeunes frères là. Vous pensez que venir mettre quelqu'un au pouvoir là, c'est concours de mannequinat? Vous pensez que c'est le plus beau qu'on a envie de voir? C'est là que vous allez lire l'heure. Et ce qui arrive au Sénégal là, c'est très bien. Je n'ai rien contre les Sénégalais, hein. Mais ça là, il faut qu'ils apprennent de leurs leçons. Il faut qu'ils arrivent, eux, qui ont voté des gens par sentiment. Voilà maintenant qu'ils ont troqué le moins bon contre le pire. Et là, ils vont devoir assumer. Et nous, on ne peut que les regarder et leur souhaiter bonne chance en attendant de voir les conséquences qui vont s'aligner. Le quatrième sujet, c'est M. Dagbo Godé, ancien vice-président du FPI, qui a eu une interview sur une web télévision. Et il nous parle de Laurent Gbagbo, il nous parle de la rébellion, mais surtout nous dit qui est l'homme Laurent Gbagbo. Pour Dagbo Godé, ancien président, Laurent Gbagbo n'a jamais été un socialiste,
comme le revendique-t-il souvent. Ah, son ancien camarade l'a dit, que quand les gens disent que Laurent Gbagbo était socialiste là, ou bien quand Laurent Gbagbo même dit qu'il était socialiste là, qui disait des mots comme ça, mais lui-même il ne sait pas ce que ça signifie, que sinon là il n'a jamais été socialiste. Selon lui, Gbagbo est un populiste. Il dit Gbagbo là, c'est quelqu'un là, c'est le mensonge qu'il prend pour venir tromper les gens. C'est ça qu'on appelle populiste. Quelqu'un qui utilise le mensonge facile. Ça veut dire, il prend des gens, comme ce qu'on fait pour dire qu'on a fait, le Saint-Esprit est rentré dans les gens là. Mensonge qu'on fait là, et puis on envoie des gens aller se renseigner. Et puis maintenant, en fonction des problèmes des gens, on vient, et puis raconter des carabistouilles là. Il dit, Laurent Gbagbo, c'est son groupe. Il envoie des escrocs pour chercher les problèmes des gens. Quand ils connaissent les problèmes des gens, ils viennent, toi, quand je te regarde, il ne pleut pas dans ton village. Mais moi, grâce à Dieu, quand je vais venir, je vais faire pleuvoir la pluie. Donc quand il dit ça, toi, tu te dis, ah, comme il m'a promis quelque chose qui est trop diba pour être vrai, je vais essayer avec lui. Et dans l'essayement, là, vous avez entendu, il dit, les gens n'ont qu'à le voter d'abord et après lui, il va leur montrer. En tout cas, Charnier n'a pas manqué. En tout cas, Escadron de la mort n'a pas manqué. En tout cas, prostitution à la tête de l'État n'a pas manqué. Une fois même, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a 2 jeunes filles là. Il avait des gens spécialement pour se promener en ville, pour chercher les spécimens pour lui. Et il y a quelqu'un qui dit qu'une fois, il y a 2 jeunes filles qui sont venues le voir. Et puis il leur dit, vous là, si je vous attrape là, vous allez savoir pourquoi on m'appelle Laurent Gbagbo. La promotion de la bêtise, la promotion de l'immoralité, c'est ce qu'on a connu avec ce régime-là. Et il y a des gens, c'est ça, ils aiment, le mensonge facile. Il y a un monsieur là aujourd'hui là, pourquoi j'ai dit que Laurent Gbagbo était un irresponsable? Pourquoi j'ai fait sortir les vidéos de Laurent Gbagbo? Non, lui il était énervé. Donc si Laurent Gbagbo a échoué là, et puis on l'insulte là, donc c'est tous les Ivoiriens qu'on a insulté. Je lui ai fait sortir notre vidéo de Laurent Gbagbo où il a bien insulté Félix Houphouët d'irresponsable, d'ignare, de vadrouillard. Je dis donc ça là aussi là, si je suis dans ta logique là, c'est que Laurent Gbagbo qui a insulté avant, moi là, c'est que Laurent Gbagbo aussi a insulté tous les Ivoiriens. Donc maintenant, entre Laurent Gbagbo et puis moi, qui est mieux? Et donc non seulement j'invalide ta thèse, l'échec de Laurent Gbagbo, parce que quand on met un dirigeant, quand on met un leader en place là, le leader a pour responsabilité d'être constamment en train de réfléchir pour proposer mieux. Quand tu n'arrives pas à jouer ce rôle, tu n'es plus un dirigeant, tu n'es qu'une esbrouffe, tu n'es que de la distraction à la tête de l'État. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a été. Et ça, on va le dire à ses militants. Ça va les piquer dans leur boyau. Mais moi, on s'en fout. Nous, on va vous dire ça. Et donc là, je les ai bien écrasés comme ça. Jusqu'à il y a un là. Il allait me mentir, tout ça. Qu'Alassane Ouattara allait faire formation de rébellion au Libéria. J'ai dit, bon, tu es en train de dire tout ça là. Faut faire sortir le document là devant tout le monde. Pendant plus de 5 minutes, on était obligé de le tirer. Quand il nous fait sortir le document, ceux qui ont pu voir, il n'y avait pas de document. Il n'y avait que un chiffon sur lequel il avait marqué quelques notes. C'est pour lui, c'est ça. J'ai dit, mais tu as vu comment on t'a attrapé? Alors que quand moi j'ai dit que j'ai un argument là, je mets la voix de ceux-mêmes qui sont les concernés. Et tout le monde a entendu. Et donc, voyez-vous, c'est comme ça que Laurent Gbagbo, il a formé l'école de la tromperie pour tromper les Ivoiriens. S'il a réussi en 1990, il a réussi en 2000, à partir de 2005, les Ivoiriens ont pris conscience d'eux-mêmes. Et en 2010, les Ivoiriens l'ont désavoué dans les urnes. On dit, tu ne vaux rien, tu es un fruit pourri. Les Ivoiriens l'ont désavoué dans les urnes. Et militairement, il a été vaincu et capturé comme un rat. C'est cela, la vraie vérité. Et donc, dans ce contexte-là, le monsieur dit que Laurent Gbagbo, c'est simplement un populiste. Quelqu'un qui utilise le mensonge facile pour tromper les gens. Il donne toujours des discours pour arranger la population des quartiers pauvres et se faire une place dans leur cœur, sans réel engagement pour leur cause. Et ce que le monsieur dit est tellement évident. Si Laurent Gbagbo aimait réellement les gens de Boribana, si Laurent Gbagbo aimait réellement les gens de Mosikro, si Laurent Gbagbo aimait réellement les gens de la GESCO, lui, Laurent Gbagbo qui a plein de milliards, pourquoi ne prend-il pas un seul milliard pour dire, comme Draman vous a arraché vos terrains là, qui sont parmi les gens qui ont été déplacés là, les militants PPACI, et puis tu t'en vas payer un terrain. C'est ce qu'on attend des hommes politiques. C'est ce qu'on attend, être concret. Sinon le verbiage, le bavardage, le populisme là, ça ne donne pas à manger.
ça ne soigne pas quelqu'un. Ça ne soigne pas le cœur. Ça n'enlève pas quelqu'un en difficulté. Et les Ivoiriens sont fatigués de ça. Gbagbo est un populiste. Gbagbo n'a jamais été un socialiste. C'est le monsieur qui fait sortir des discours pour se faire voir. Il dit que Laurent Gbagbo là, c'est un fanfaron. Il aime faire malin. On dirait cafard qui est sorti de trou de WC. Alors qu'il ne s'est même pas bien volé. Il dit, lui va lui dire ça. Que votre Laurent Gbagbo là, s'il pense qu'il effraie les gens là, qu'il ne peut rien créer, et que là, lui va lui dire son vrai nom. On l'appelait l'enfant du peuple. Ça ne veut rien dire. L'enfant du peuple, c'est du populisme. Il dit que les gens même disaient que Laurent Gbagbo là, que c'est l'enfant du peuple, que le peuple l'aime. Mais que être l'enfant du peuple là, ça veut dire quoi? Ça veut dire toi seul tu as 3 papas quoi. Il y a papa, il y a un qui a donné pied, il y a un qui a donné ventre, il y a un qui a donné côte, il y a un qui a donné tête, il y a un qui a donné épaule, il y a un qui a donné... Tu es devenu enfant zèbre. C'est pourquoi il a des difficultés. Toi tu es né, on dit ton papa s'appelle Koudou. Mais toi, ton nom de famille c'est Babo. Koudou Paul, c'est le nom de son papa. Quel est cet enfant-là qui ne porte pas le nom de famille de son papa? Donc ça veut dire que le vieux Paul n'était pas ambitieux. Le vieux Paul ne voulait pas laisser d'héritier. Au point d'oublier. Est-ce que Laurent Gbagbo ne serait pas un enfant né de l'adultère public qu'enfant du peuple? Donc là, c'est le peuple qui a passé là-bas ou bien? Ça aussi, c'est une question. Parce que quand quelqu'un se donne un surnom là, il y a toujours un lien spirituel. Même quand il demande à un enfant, comment tu t'appelles? Non, je m'appelle Django. Ça là, il va devenir braqueur, Django. Il va aller braquer les gens. Ou bien il va devenir policier. S'il dit les Django là, il va devenir policier. Ça là, il n'y a rien à faire. Si ton enfant naît là, il ne faut même pas beaucoup parler. Un jour là, il faut l'appeler, tu dis, Zoku, toi là-haut, tu aimes qui? Ah papa, moi c'est Django, j'aime. Ah ça c'est policier. Si c'est pas BT, c'est Dida. Ça là, c'est votre métier. Policier, gendarme. Quand on échoue là, c'est eau et forêt. Mais c'est le même groupe là. Maintenant, si tu demandes à Madou, toi tu veux faire quel métier? Madou dit, ah moi, je veux Bill Gates. Ah, ça c'est Djoula. C'est commerce. Esprit de commerce est rentré dans leur corps. Même au paradis, c'est commerce il va faire. C'est dans ça lui gagne son bonheur. Tu vas faire comment là? Tu envoies à l'église, tu envoies à la mosquée, ça ne va pas changer. Il va devenir commerçant. Même si tu l'amènes aux États-Unis, il va faire commerce là-bas. Il va aller travailler pour payer un impôt. Mais après, il va venir faire commerce, comme les Salikonais. On ne peut pas enlever ça dans leur corps. C'est dans cette atmosphère-là. L'enfant du peuple. Tu es tellement l'enfant du peuple que toi-même, ton père ne te reconnaît plus. Ton père doute. Si c'est lui, mais si c'est le peuple. Et chaque fois, il s'en va blaguer les gens dans les bas quartiers. Mais quand il passe là, il laisse même pas, même prix de transport. Que je suis l'enfant du peuple. Mais le peuple souffre. Et tu n'as jamais fait quoi que ce soit pour le peuple. Mais tu as profité de la souffrance du peuple. Quelle inhumanité et quelle honte. Dabo Godé dévoile un leadership de façade qui selon lui n'a jamais été basé sur des convictions profondes et sur une gestion responsable du pays, mais plutôt sur des stratégies électoralistes visant à manipuler l'opinion publique. Donc l'ancien président du FPI l'a dit, quand ils étaient avec Laurent Gbagbo là, que leur stratégie c'était de blaguer le peuple. Mais qu'en réalité là, ni eux ni Laurent Gbagbo là, leur conviction, ils n'avaient pas de certitude dans ce qu'ils faisaient. Et que eux-mêmes là, leur manière de gérer le pouvoir là, c'est la gestion irresponsable du pays. Ils n'ont pas de stratégie. La seule stratégie qu'ils ont, et qu'ils ont toujours enseigné aux gens, comment on va faire pour tromper les gens, pour qu'on n'a qu'à nous voter, et puis on va venir au pouvoir, et puis nous on va manger. Il dit c'est ça. Mais il dit on va travailler. Il y a un qui est venu, il dit mais il s'attaque à Mère Kassé, et puis après il m'attaque. Elle aussi elle s'énerve. Je dis maman il faut laisser ça là. Aïe, est-ce que je ne suis pas vivant? Je vais faire ton palabre, je vais faire pour moi.
Ça là même, là, ça me manquait. Oh. J'ai fait 1 mois, je n'étais pas sur TikTok. J'ai dit, mais ça c'est l'occasion, il faut me laisser. En 5 minutes là. Tellement j'ai fait un café pour le gars. Lui-même, il a fui. Un bon café. Le gars a disparu de la circulation. J'ai dit, ah, si c'est ça là seulement la laisser, même s'ils sont 10. Comment quelqu'un, je lui ai dit, de la manière ton grand-père était un vaurien, il n'a pas pu construire poulailler là. Mais il aime manger poulet braisé là. De la manière que toi-même, ton papa a été un inutile là. Jusqu'au point que toi-même là, à cet âge-là, tu viens sur TikTok pour dire qu'il n'y a pas route à l'ouest là-bas. Et donc là, Ouattara n'est pas bon. J'ai dit, mais ton Nine Boudoumé de Seplou là. Nine Boudoumé, ça veut dire quelqu'un qui est revenu du pays des morts. Quand il était là, entre le 26 octobre 2000 là, jusqu'au 11 avril 2011 là, c'est pas lui qui nous a dit d'essuyer nos âmes. On a essuyé nos larmes. Mais est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on a eu à la place des larmes? On a eu des armes. Il a milicisé nos enfants. Et comme par extraordinaire, il a oublié l'Ouest. Il a créé les conditions du massacre des fils de l'Ouest. Je dis, comme toi, ton papa et ton grand-père étaient des vauriens au village. Ils se promenaient pour demander restangolo de nourriture des gens là. C'est ce comportement que tu envoies sur les panels là. Moi, je vais te dire ton vrai nom, le nom de ton père et de ta mère, et puis je vais te renvoyer à tes copies. Faut aller demander à ton Seplou. Est-ce qu'il n'aimait pas les gens de l'Ouest? Et pourquoi il n'a pas fait de route pour aller à Mama? Je ne vais pas dire l'Ouest. Pourquoi il n'a pas mis goudron sur la route de Mama? Là, quand c'est comme ça là, tu vas venir, tu vas bien entendre la réponse. L'individu a plié sa queue entre ses jambes, il a disparu. Et c'est la même chose que le monsieur raconte ici. Il pointe du doigt l'incapacité de Laurent Gbagbo à assurer la sécurité des Ivoiriens. Laurent Gbagbo dit que c'est quelques petits caporaux qui ont attaqué la République et que lui, il est tellement irresponsable. Voilà un père de famille. On attaque ta famille. Toi, tu restes là. Ah non, 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 ils ont attaqué ma famille. Oh. Si vous ne venez pas, oh, ils vont tuer ma femme et mes enfants. Si on tue ma femme et mes enfants, c'est vous, hein, c'est vous, hein, c'est vous, hein. Hey. C'est quel père de famille qui peut se comporter comme ça? C'est quel père de famille qui peut être indigne jusqu'à ce point? Non, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. Oh. Moi, j'ai appelé la France. Oh. La France n'est pas vite venue. Oh. Donc, ce qui est arrivé aux Ivoiriens, là, oh. C'est pas moi. Oh. Ce sont les gens. Oh. Eux, là, ce sont des petits caporaux. Ils ont fui. Quand Gueye était au pouvoir, oh. Eux, ils ont fui. Ça, là, est-ce qu'un homme qui se respecte peut dire ça aux gens? Est-ce que quelqu'un qui se respecte peut dire ça aux gens? Ah, ma femme et mes enfants, il y a quelqu'un qui est venu ici. Ils vous ont bien bolon, hein? Ah, mais moi, je ne peux pas, je ne suis pas responsable, hein. C'est pas moi, je leur ai dit de vous frapper, hein. Mais en tout cas, je peux vous soigner, hein. Et puis, je vois que les plaies là, c'est profond, hein. Mais c'est ça, Laurent Gbagbo. C'est ça, on appelle être un dirigeant incapable, un dirigeant irresponsable, un dirigeant qui est carrément dans la promotion de l'irresponsabilité. Pour lui, la rébellion en Côte d'Ivoire est la conséquence directe d'une mauvaise gouvernance et d'un manque de préparation face aux défis de la nation. Et l'individu que j'ai appelé un individu en phase de décomposition, un individu au rabais, il voulait nous jouer la même carte de la rébellion. Je lui ai dit et que Laurent Gbagbo est intelligent et que c'est pourquoi les gens l'ont attaqué. J'ai dit ok. Et comme Laurent Gbagbo est intelligent là-haut, Forum de la réconciliation, ça a eu lieu à quand? En 2001. Quand ça a eu lieu là, il y a eu des conclusions, non? Si Laurent Gbagbo était intelligent, les recommandations du forum disent, pour éviter la violence et la guerre là, voilà ce que tu dois faire pour qu'il n'y ait plus la guerre en Côte d'Ivoire. Mais un homme intelligent, comme tu dis que si on insulte Gbagbo, c'est tous les Ivoiriens qu'on a insulté. Mais le forum de la réconciliation où tous les Ivoiriens ont parlé, ils ont trouvé une conclusion. Laurent Gbagbo, que tu nous montres comme intelligent, il a été incapable et inapte à mettre les conclusions en marche. Et il a même dit que ce n'est pas une constitution bis. Donc on ne peut pas avoir un ennemi de la paix plus grand que Laurent Gbagbo. On ne peut pas être quelqu'un qui déteste les Ivoiriens que Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo eut appliqué les résolutions du Forum de la Réconciliation,
nous n'aurions jamais connu de rébellion, nous n'aurions jamais connu les escadrons de la mort, nous n'aurions jamais connu les déboires que les Ivoiriens ont connus. Et c'est ça que tu appelles l'individu intelligent. Quelqu'un qui est au pouvoir, tu n'as même pas l'intelligence de pouvoir sauver ton pouvoir. Est-ce que tu es intelligent? L'esbrouffeur, l'individu, le carnassier de bas niveau n'a pas été capable de répondre. Je dis, vous pensez que nous sommes là dans l'amusement? Vous pensez que nous sommes pour abrutir le peuple? Vous pensez que le peuple n'a pas grandi? Et donc, je l'ai ramené à la réalité la plus sèche pour lui dire qu'on ne s'amuse pas dans ce jeu avec nous. Et il veut nous la faire maintenant, mais c'est qui le père de la rébellion? Les armes là, qui a payé? Ah non, mais je ne me suis pas amusé. Je lui ai dit, bon, je vais te dire qui a payé, mais avant ça là, voilà, qui sont ceux qui sont les rebelles? Je lui ai mis une vidéo où Babo dit que ce sont des petits caporaux. Il dit, pour quelqu'un qui est fort comme le Woubi de Mama, les petits caporaux ne devraient pas être capables de le défier. Mais on accepte comme c'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, qui a envoyé les armes? Je lui ai mis l'émission que Soro Guillaume a réalisée avec Alain Foucault, où on veut forcément qu'il dise que c'est Ouattara. Et Soro Guillaume lui a donné la réponse. Je dis donc, par anticipation, je vois que tu veux venir, tu veux tourner, mais moi je ne te laisse pas le temps. Moi je préfère qu'on aille à 250 à l'heure. Donc là, là où tu veux aller là, moi je vois déjà, donc je te donne tout ça en un paquet. Donc on n'a qu'à continuer. Et c'est la même chose que le monsieur est en train de dire. Le premier rôle d'un chef d'État, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Si une rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire, c'est du fait de l'incompétence de ceux qui étaient au pouvoir. Et c'est aussi simple. Et ce monsieur-là, il était lui-même responsable du FPI. Donc, ils reconnaissent leur irresponsabilité. Et c'est de cela qu'il est question. Et nous n'allons pas négocier avec vous. Parce que négocier avec vous, ou bien avoir un langage tendre avec vous, c'est faire la promotion de l'irresponsabilité. Et nous ne saurions nous en accommoder. Ça, faites-nous confiance pour cela. Selon lui, les dirigeants du pays à l'époque, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et sa clique, auraient dû être capables de prévenir la rébellion et d'assurer la stabilité. Mais leur manque de vision et de compétences a permis que la situation dégénère. Mais en réalité, Laurent Gbagbo avait plus à gagner dans l'instabilité de la rébellion que toute autre chose. Et ça, j'ai aussi mis une vidéo pour lui prouver cela. Et donc, j'ai mis une vidéo parce qu'il n'y a rien qui arrive sans conséquence. Quand vous voyez quelque chose qui arrive, c'est qu'il y a une raison. On appelle ça la cause. Et la cause de ce que la Côte d'Ivoire a connu, c'est que Laurent Gbagbo, vous m'excuserez, Laurent Gbagbo avait vendu la Côte d'Ivoire sans même que les Ivoiriens ne le sachent. Laurent Gbagbo avait fait un deal avec Blaise Compaoré où il prenait 20 millions chaque fin de mois avec Blaise Compaoré et ils avaient signé un deal pour que Laurent Gbagbo, lorsqu'il serait venu au pouvoir, va faire des faveurs à Laurent Gbagbo, ainsi qu'il va faire des faveurs à Blaise et aux Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Et celui qui parle s'appelle Bernard Doza. Et quand il a parlé, la vidéo ne date pas d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de plainte contre lui. Laurent Gbagbo a fait son pouvoir, il ne s'est jamais plaint parce que le monsieur dit que lui était le conseiller de Blaise et que ce qu'il raconte là, ça s'est passé devant eux tous. Et qu'il a cité des noms, il a cité le nom de Dakouri Tablé, il a cité le nom de Oulata Gwadi, mais il n'y a personne qui s'est plaint ou qui a posé des plaintes contre lui. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. C'est comme ça qu'une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo voulait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de San Pedro et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour. Comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser? Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens
qui, au cas où Feu Boigny persistait au pouvoir, qui peut organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Dakou Dabré qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia, tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Maintenant, quand Gbagbo a pris le pouvoir, Blaise amène quelqu'un pour la contrepartie. Blaise dit, Gbagbo dit, bon, qu'on me laisse le temps d'attendre. C'est comme ça que nous sommes partis vers 2002. Et Blaise a reçu la rébellion au Burkina. Et quand un journaliste français est venu au Burkina pour dire, oui, mais récemment, tu as téléphoné à Chirac pour dire qu'il y avait des Burkinabés, des Ivoiriens qui sont ici, qui s'entraînent, mais Gbagbo est ton ami. Il dit, oui, mais Gbagbo est mon ami, parce que je l'ai financé. Mais il n'a pas respecté le contrat. C'est pour cela que je ne suis pas réfugié quand les Ivoiriens sont venus s'entraîner ici pour le renverser. Quelqu'un est parti, le journaliste est parti à Abidjan, voir Gbagbo. Et Blaise dit que tes frères qui sont en train de s'entraîner au Burkina Faso pour te renverser, c'est parce que tu n'as pas respecté le contrat que vous avez signé. Il dit, ah oui, mais Blaise, c'est vrai, il m'a financé, mais ce n'est pas une raison pour lui vendre la Côte d'Ivoire. Donc, on comprend bien pourquoi Blaise a soutenu Guillaume Soro et sa rébellion pour frapper la Côte d'Ivoire en 2002. Mais il fallait que je sois au Burkina chez Blaise pour que le deal puisse avoir lieu en 1989. Parce que le problème de fond de toute action politique en Afrique, c'est le financement. Il faut avoir un État qui finance. Et Blaise a financé. Et c'est parce qu'on n'a pas respecté le contrat qu'il nous a envoyé la guerre. Et donc, quand on a eu des vieux escrocs qui sont allés hypothéquer la Côte d'Ivoire et qu'ils veulent cacher ça aux Ivoiriens, et qu'on a des témoins oculaires qui disent « Moi-même, j'étais là-bas, j'ai participé ». On attend les militants du PPACI de venir dire que c'est faux. Ou bien d'aller poser une plainte contre Bernard Doza. C'est aussi simple. La réalité, il n'y a rien à cacher. Si Dabo Godé dresse un bilan critique de la gestion du Laurent Gbagbo, il se dit fier de la gestion du pouvoir du RHDP dirigé par le président Ouattara. M. Dabo Godé dit que vrai là, eux-mêmes au FPI, là, eux ont échoué. Mais que vraiment, leur souhait aurait été que eux là, que Ouattara puisse être leur président. Et parce que quand eux regardent comment Ouattara a arrangé le pays aujourd'hui là, que vraiment, ça donne envie à toute personne qui est sérieuse. Ça te donne l'envie que Ouattara n'a qu'à être le président de ton parti. Parce que si eux ils avaient réussi ça là, à Côte d'Ivoire là, ça allait faire 1000 ans dans la mer du FPI. Mais que vraiment, eux n'ont pas eu la chance d'avoir un nom comme Ouattara. Mais aujourd'hui là, nous le RHDP on a Ouattara. Et nous on est en train de s'amuser. Et nous on se fait peur à nous-mêmes. Selon lui, la Côte d'Ivoire a connu une transformation positive sous le leadership du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui où la Côte d'Ivoire est arrivée avec le président Ouattara, nous ne pouvons pas laisser le pays entre les mains de charlatans politiques, déclare-t-il fermement, insistant sur la nécessité de maintenir la stabilité et la prospérité du pays. Il dit que Alassane Ouattara, là, c'est un réaliste politique. Alassane Ouattara, là, c'est quelqu'un qui connaît les besoins des Ivoiriens. Il dit de ne pas laisser la Côte d'Ivoire entre les mains des charlatans que eux ont été ou même que Chaka Dian est. Il dit, Chaka Dian, là, c'est un marabout politique, c'est un charlatan, c'est un commis en politique. Il dit que tout ce que vous voyez là, à part Ouattara, là, il n'y a aucun qui peut créer quelque chose. Ils sont là, ils parlent. Mais ce qu'ils recherchent là, c'est comment gagner leur mangement. C'est ça qui les intéresse. Sinon là, celui qui peut réellement faire quelque chose pour les Ivoiriens là, c'est Alassane Dramane Ouattara seul. Sinon les restes là, ce sont des charlatans. Et donc, chers Ivoiriens, celui qui vous parle, c'est un ancien président du FPI qui est en train de vous parler comme ça. Il reconnaît qu'ils ont échoué, pourquoi ils ont échoué, comment ils ont échoué, et il est revenu à la réalité. Et il vous dit que la réalité là, vraiment là, même si eux n'aiment pas Ouattara là, qu'on n'a qu'à tenir compte de la stabilité et puis de la prospérité. La paix qu'on a aujourd'hui là, et puis les avancées qu'on a fait sur les autres pays là, c'est ça qui va faire que les autres là vont rester derrière nous. Donc de ne pas nous amuser avec Ouattara là, d'attraper Ouattara avec nos deux mains. Jusqu'à ce que le vieux même dise, les enfants, laissez-moi comme ça. Et puis nous on va dire, bon vieux, laisse-nous, on va réfléchir. Parce que tu es trop vieux. Donc laisse-nous, on va réfléchir. Ce qu'on va trouver là, après là, on va venir te dire, mais vous-même vous connaissez, on va pas vite réfléchir. On va dire, bon, on va aller se concerter, il faut attendre. Hein. C'est dans 5 ans qu'on va revenir pour te donner ta réponse. Et là, le pays va se sentir encore mieux. Le candidat recalé aux dernières élections du FPI compte se battre à travers le courant créé
avec ses amis au sein du FPI pour entretenir le partenariat avec le RHDP. Et donc, eux disent qu'aujourd'hui, là, eux ne sont plus avec Afinguesson, mais eux, ils veulent entretenir un partenariat avec le RHDP. La question qu'on se pose, est-ce que ça vaut la peine? Selon moi, non. Mais est-ce qu'on a toujours besoin de tous les Ivoiriens? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les prendre comme de simples militants, sans les responsabiliser dans le parti. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Vous voyez, non? Vous, les gens du RHDP, RDR, là, quand la situation était devenue difficile, c'est vous, les gens du Nord, qui êtes rentrés beaucoup dans RDR. Les gens ont fini par assimiler le RDR à un parti des gens du Nord. Donc, les gens des autres régions de la Côte d'Ivoire, là, même quand ils voient que le combat que vous menez est juste là, quand ils viennent là, ils pensent qu'ils viennent pour vous rendre service. Et que donc, c'est vous qui êtes serrés d'eux, c'est vous qui avez besoin d'eux. En 2022, lorsque j'étais en train de combattre avec les élèves de la classe, le gang du Far West, les gens étaient là. Ah non, toi tu dois être un extrémiste, toi tu dois être un frustré, toi tu dois être ça, ça, ça. Mais quand je mène ce combat-là, je n'ai jamais signé un contrat avec quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, si tu fais ce boulot, on va te donner ça. Personne ne me connaît. Et je ne me suis jamais plaint de cela. Mais des gens qui disent qu'ils sont dans un parti, mais eux, ils pensent que eux, là, ils sont mieux que les militants de ce parti. C'est nous, la classe éclairée, qui avons mené ce combat. Et on a dézingué les Gouza, les Johnny Pacheco et bien d'autres. Aujourd'hui, hein, Johnny Pacheco, il est devenu quelque chose dans notre main. Ah oui, c'est là quelque chose dans votre main. Quand tu décides de te marier avec la femme du diable, là, le premier enfant que vous aurez, il va s'appeler démon. Donc, assumez les conséquences. Vous n'aimez pas ceux qui vous aiment. Vous ne respectez pas ceux qui sont francs avec vous. Et ça, là, il y a un prix à payer. Donc, Johnny, là, c'est très bien ce qu'il vous fait. Moi, je ne le dis pas par frustration, hein, parce que je ne m'attends à rien de quiconque. Mais quand tu vis dans la bêtise, ton premier fils va s'appeler la merde. Et c'est ce qui est en train de vous arriver. Et moi, jusqu'au bout, je vais dire que si Johnny peut faire pire que ce qu'il est en train de faire là, il n'a qu'à faire encore. Là, si vous ne savez pas, vos militants sont là. Ceux qui vous aident réellement sont là. Mais tellement vous êtes mauvais, méchants, vous laissez ceux-là, vous les frustrez chaque jour. Et vous aviez pensé que ça allait rester sans conséquence. Que Dieu vous donne assez de Johnny Pacheco dans vos vies. Sinon, Johnny, là, moi seul, là, en une seule journée, là, moi, je finis avec lui. Mais ça, là, je ne vais rien faire. On va vous regarder dedans. Entre-temps, là, il va bien vous rouler. Et vous allez comprendre. Ce que les gens n'ont pas envie de vous dire, là, moi, je n'ai pas besoin de votre argent. Ce que vous pensez avoir, là, moi, j'ai ça, mais de la meilleure des manières. Donc, je ne suis pas un nécessiteux, mais même misérable, là. Je viens ici pour parler, pour dire la vérité. Pour dire les choses en vrai, pour qu'on puisse évoluer. Parce que le leader est un homme sérieux. Le leader Ouattara est quelqu'un qui est correct dans sa démarche. Mais un leader qui est entouré d'individus bancals, d'individus au rabais, il faut être capable de les stigmatiser et de le dire. Si vous étiez correct avec les militants, que vous avez renforcé vos militants, vous ne seriez pas là aujourd'hui en train de pleurnicher. Un nain, un rabougri qui vous fait pleurer. Et vous n'avez pas honte de vous-même. Quand on sort ici pour vous dire certaines choses, ah non, lui, il est comme ça. Oh. Mais maintenant, moi je suis comme ça, je n'ai pas changé là. Qui pleure aujourd'hui? C'est pas vous. Honte à vous. Mais quand tu favorises tes ennemis là, ce qui doit t'arriver là, c'est le karma, comme de la manière ce qui arrive au PDCI là. Le RDR, RHDP, qui est devenu un parti des carables, qui s'en va prendre chaque moment des mécréants, des impies, pour venir insulter leurs militants là. Voilà les conséquences qui sont là. Et c'est très bien. Et que Dieu fasse que vous ayez beaucoup de ça dans vos vies. Là, comme ça, là, peut-être que ça va vous ramener sur terre pour savoir que vous êtes allé trop loin dans le mal que vous avez fait. Et donc, entre-temps, si les gens veulent rentrer au RHDP, c'est leur problème. Mais vous allez encore leur donner des rôles pour qu'ils viennent se moquer de vos militants. C'est que il faut bien poser la question. Qui a voté le président Ouattara?
il y avait le FPI, il y avait le PDCI, il y avait aussi le RHDP-RDR. Et si vos militants ne valaient rien là, Alassane Ouattara ne serait pas deuxième. Mais vous-même là, vous n'avez pas confiance à vos militants. Vous ne respectez pas vos militants. Si vos militants n'étaient rien là, si les militants du RDR n'étaient rien là, Alassane Ouattara ne serait jamais passé, il n'aurait jamais dépassé le premier tour. Et donc s'il vous plaît, respectez les militants. Respectez le président de la République. Et faites ce que vous avez à faire. Et enlevez dans votre agenda ces comportements malsains que vous avez de frustrer les militants. En allant vous lier d'amitié avec des créatures méconnues et inconnues et méconnaissables. Et chaque fois, venir jouer les étonnés, on ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Est-ce que c'est la première fois? Mais le jour que nous le combattions, c'était nous qui étions vus comme les ennemis. Mais aujourd'hui, là, si vous avez de la dignité, là, venez nous présenter. Venez nous présenter des excuses. Si vous êtes encore digne. Bonjour Éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellentissime classe Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Nous y voilà ». Ah, parfois le bon Dieu nous soumet à une incompréhension totale qui nous afflige. C'est le cas. Depuis son accession au pouvoir, le président Alassane Dramane Ouattara a fait la part belle à la jeunesse, comme il nous l'avait promis auparavant. Un jeune, une responsabilité, une confiance, avec une attente de résultats probants. Avec le temps et avec l'absence de résultats, le chef a cru nécessaire de donner des conseils à ses collaborateurs. Le plus pertinent de ces conseils reste regarder dans le rétroviseur. Croyez-vous que les choses aient changé? Que non. Et pourquoi? Ah bah, parce que c'est un jeune collaborateur de confiance qu'il s'est choisi, se sont mués en petit roi. Chacun s'est taillé un palais sur mesure. Un palais dont la porte est hermétiquement fermée aux militants, mais ouverte seulement à leurs copains qu'ils exhibent parfois à bord de leur propre voiture et pour conducteurs eux-mêmes. Mais aujourd'hui, une de ces liaisons calamiteuses expose toute l'équipe gouvernementale, à tort ou à raison. Le chef a-t-il pour une première fois manqué de clairvoyance dans le choix de ses collaborateurs? Toujours est-il que notre chef n'est pas insensible aujourd'hui. Il n'est pas insensible à tout ce qui se passe, à tout ce qui se raconte. Et ça, à cause des écarts de ses collaborateurs. Comment demeurer serein pendant qu'une incartade en chasse une autre au fil des jours de la part de ceux en qui il avait placé sa confiance hier? Pour tout vous dire, je suis consterné. Le chef ne méritait pas ça. Affaire de cassement de papeau à gauche ou alors des problèmes de terrain avec tout son lot de manigances à droite. Pas digne du tout du RHDP. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et ce qu'elle évoque ici, c'est de cela que je parlais il y a très peu de temps. Des gens qui ont eu la chance d'être auprès d'un grand chef
mais qui se sont montrés en individus piètres. Et déjà, eux-mêmes nous disent que le jour où Alassane Ouattara ne sera pas là, la qualité des personnes qu'ils vont choisir, ça veut dire qu'ils ont un management pauvre dans la sélection des personnes de valeur. Et ça fait froid dans le dos. Et aujourd'hui, ces misérables individus qu'ils ont cooptés pendant un temps se retournent aujourd'hui. Mais si tu as été chauffeur d'un minable, mais si le minable dit que tu es Chris Yapi, ou mais le minable dit quelque chose de toi, mais non, on n'était pas là-bas. Ce qu'il dit, qu'il soit vrai ou faux là, nous on ne peut que regarder et assister. À cause de vous aujourd'hui, vous êtes allés choisir de la vermine, de la canaille. La dignité de notre première dame est entachée aujourd'hui. Ce qui a été dit, que ce soit vrai ou faux. Vous, ces collaborateurs-là, comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors qu'il y a des pauvres militants qui sont là. Moi, je mets quiconque au défi de présenter une vidéo où j'ai dit je veux qu'on m'aide. J'ai plutôt dit que je n'ai pas besoin de vos aides. Et je persiste et je le cite. Je ne suis pas misérable au point de me plier en face de vous. Cela ne veut pas dire que je suis riche. Cela ne veut pas dire que je suis à l'abri du besoin. Mais j'essaie de me contenter de ce que le bon Dieu m'a donné. Et puis après tout, quand même, je suis aux États-Unis. Ça fait aussi une différence quand même. On me paye en dollars, pas en francs CFA. Ah oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que vous vous prenez pour des dieux. Vous vous prenez pour des gens qui avaient déjà la maîtrise de l'air, du ciel et de la terre. Non. Ce que vous avez la chance d'avoir, c'est pour un temps. Mais c'est en même temps aussi une tentation et un défi contre vous-même. Et donc faites beaucoup attention. Celui qui amène le diable dans la maison de ses parents, cet enfant-là ne peut pas être l'héritier de la famille. Et c'est pourquoi nous disons à nos dirigeants qui veulent aspirer à un destin de grandeur, méfiez-vous la compagnie des mauvaises gens. Parce que vous serez traités de la même manière que ces personnes qui sont allées chercher des nébuleux pour les amener là. Et puis aujourd'hui, ça se retourne contre le RHDP là. On va vous traiter de la même manière. Tous ceux qui ont envoyé ces vermines là, vous ne serez rien. Parce que même demain là, on va dire, mais celui-là, voilà ce qu'il faisait. Donc, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ce jeu-là, faites attention. Mieux ne pas avoir d'amis. Préservez-vous de rentrer dans le même jeu. Parce que le peuple, là, comme disait le grand maître Nicolas Machiavelli, que les Français appellent Nicolas Machiavel, le peuple, là, le dirigeant pense que le pouvoir lui permet de tout voir, de tout connaître. Mais le peuple, là, lui, il a sa propre perception de la réalité. Et ça, là, il n'y a aucun dirigeant qui peut changer ça. Vous êtes puissant, vous pouvez faire tout. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais demain, là, il n'y a pas de garantie que vous le pourrez. Votre ingratitude, votre méchanceté vers les militants, là, ça va se payer un jour. Et ce ne sont que les premiers effets qui sont là. Entre-temps, je le dis et je persiste, je signe. Si quelqu'un avait à prêter une mallette d'argent, là, gardez. Dieu saura décider de mon destin. Et je préfère gagner ça d'une manière qui souffre d'aucun doute. C'est une honte qu'on dise que quelqu'un a caché quelque chose pour te donner. Hey, si quelqu'un me donne 5 francs là, je vais sortir pour venir dire en public. Oh. Si quelqu'un me donne même 5 francs, je vais sortir pour venir dire en public. Hein. Donc là, les milliards que vous avez mis en banque là, gardez pour vous. Si Dieu dit que je vais avoir milliards là, je vais avoir ça honnêtement. Tout le monde n'a pas besoin du fruit de la misère. Tout le monde ne vit pas avec paresse pour gagner son pain. Mais vous avez manqué de respect aux militants. Et chaque fois, c'est vous qui voulez faire la morale à nos militants. Mais je dis à nos militants, restons dignes. Ne serait-ce que pour l'amour du président, restons dignes. Continuons ce schéma avec le docteur. Continuons ce schéma avec le docteur. Quelle que soit la durée d'un voyage, là, un jour, là, si le chemin n'arrive pas à la fin du chemin, là, toi-même le voyageur, tu vas mourir. Ça va finir un jour. Et c'est ce jour-là, vous allez voir vos vraies limites en Côte d'Ivoire. Les sommes que vous avez accumulées et que vous aviez pensé être des forteresses pour vous, là, quand vos ennemis là, vont vous poursuivre, là, ce que vous avez pris pour amis, là, c'est eux qui vont dire, quand il était ami avec moi, là, voilà, ils vont casser vos papos.
Ils ont commencé ça, non? Donc, continuez.